par vous. La haute hiérarchie de la police détermine à tordre le cou au grand banditisme dans la région du littoral. Notre gang de malfrats lourdement armé qui sème la terreur dans la ville de Douala a été mis hors d'état de nuit par les éléments de la police judiciaire. Les détails seront donnés dans cette édition de l'information. Et puis accident de la circulation sur la nationale numéro 5 entre Douala et Konsamba. Plus de peur que de mal, aucune perte en vie humaine. Plusieurs blessés graves et légers à la suite d'un autre accident survenu sur cette nationale. Et puis, toujours dans le chapitre de l'actualité, on le sait, depuis ce 10 juin 2021, le chef de l'État, Paul Biya, a procédé à la nomination des deux premiers publics conciliateurs, indépendants conciliateurs dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Et ces nominations vont-elles ramener la paix dans les régions du nord-ouest et du sud du Cameroun? Quel est le rôle véritablement attendu de ces personnalités et vocations dans cette édition de l'information sur la télévision du monde? Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue à cette édition de l'information sur la télévision du monde. Nous l'ouvrons par ce fait de société, notamment cette décision de la haute hiérarchie de la police judiciaire de tordre le cou au grand banditisme qui sévit dans la capitale économique du Cameroun, Douala. Un gang de présumés malfrats a été intercepté par les éléments de la police judiciaire. Ces derniers ont été présentés ce vendredi à la presse nationale et internationale. Le gang présumé de malfrats était d'ailleurs lourdement armé et opérait dans les quartiers divers de la ville de Douala. Charles Fils Elangé pour les détails. Tordre le cou au grand banditisme et à la grande criminalité qui prennent des proportions considérables dans la ville de Douala est la mission que s'est davantage assignée la DRPJ de la région du littoral sous l'impulsion de sa haute hiérarchie. C'est au vu de cette mission visiblement possible qu'une fois de plus, les éléments de la police judiciaire ont mis la main sur un gang très actif dans la capitale économique. Ces derniers présentés à la presse ce jour, y compris leur arsenal, feraient partie d'un gang dont certains membres sont aux arrêts depuis quelques jours. C'est à la suite d'une enquête ouverte contre ceux-ci que ces repris de justice ont été appréhendés dans les quartiers PK9 et Bépanda. Les enquêtes ont continué et l'exploitation des différents éléments à notre possession nous ont permis de mettre la main sur 3 autres de ces braqueurs. Certains n'ayant pas forcément opéré dans le braquage de Ndopassi, mais ayant avec l'individu qui a été déclaré la semaine dernière, ayant opéré dans le cadre d'autres braquages. C'est ainsi qu'ils ont été interpellés au quartier de Banda, PK9 et Ndopassi. Dans leur domicile, nous avons pu saisir un pistolet automatique de marque École Volga, une boîte chargeur garnie de munitions de calibre 9 mm, une arme de fabrication artisanale et 2 munitions de calibre chez Membi André. Par la suite, les éléments que nous avons pu recueillir chez les suspects nous ont fait part de la présence de l'un de leurs complices du côté de la ville de Bertois. De même, les enquêtes seront en cours afin que nous puissions recueillir tous les membres de ce gang. Attendus devant les juridictions pour la suite de la procédure, nous quitterons de l'enseigne de la délégation régionale de la police judiciaire, rassurés de voir une police dont les actions peuvent reconforter les populations sur leur sécurité et leurs biens. Toujours dans le chapitre des faits de société, un accident de la circulation a été enregistré aux premières heures de ce vendredi sur la nationale numéro 5 dans l'arrondissement de Loum. Un camion semi-remorque s'est encastré dans un domicile, plus de peur que de mal. Pas de perte en vie humaine, juste des dégâts matériels, mais également de nombreux blessés. 2 sont d'ailleurs pris en charge dans les formations sanitaires de la localité. Reportage.
Émotion totale ce vendredi matin au lieu-dit 103 dans l'arrondissement de Loum, département du Mongo, région du littoral, sur la nationale numéro 5. Un camion gros porteur parti de Douala pour la ville de Loum, à l'effet de transporter la pozolane, finit sa course folle dans une maison d'habitation où dormaient encore les 5 occupants. Il est alors 5 heures du matin. Je me suis levé le matin à 5 heures. Mon locataire me réveille, ouvre la porte et je sors la moto pour aller travailler. Dès que je sors pas, ça fait 5 minutes. Je comprends un bruit qui se passe. Je vais sortir la tête pour voir ce bruit sur le camion qui se retrouve sur nous. Pendant ce temps, ma petite soeur était derrière moi, elle fuit par derrière, je sors aussi par devant. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés sans savoir comment le choc est. Dès que j'ai compris le bruit, dès que je fuis, je crois que je vois mon grand frère, je crois que mon grand frère aussi est mort. Je crois aussi que comment je crois que notre tension a pris, ça va avoir tout brûlé dans la maison. Je n'ai même pas vu de bruit de ça va faire le bruit, tout ça. J'ai pris maintenant, j'ai dans la chambre, comme je porte l'enfant. J'ai pris ma femme, Blandine, sauvez-vous, sauvez-vous. Réveillés brusquement de leur sommeil, après l'impact du choc, les habitants de la maison accidentée n'en reviennent toujours pas. Ces derniers parlent de miracles. Par la grâce de Dieu, ils sont là. Je vais dire à tout le monde que Dieu existe. Et même le lit écrasé. Eux priaient chaque jour avant de dormir, matin comme soir. Vraiment, je suis surpris d'entendre que les gens s'en sortent d'une cette situation. Que le lit est écrasé, toutes les planches, tout est là. On parle des gens qui étaient couchés. Voilà le lit sous la voiture. Le lit est sous la voiture. Tous les objets dans la chambre sont poussés là au salon. La voiture vraiment dessus, tout est écrasé. Et que les gens s'en sortent, mais je ne comprends pas comment. C'est du miracle ça. Informés, les éléments de force de l'ordre et de sécurité sont descendus sur le terrain. Une enquête a d'ailleurs été ouverte à cet effet pour déterminer les circonstances réelles de ce drame. Pour l'heure, le bilan de cet autre accident fait état de 0 mort, mais de 2 blessés graves conduits à l'hôpital pour une prise en charge. Et puis en éducation, les épreuves écrites du baccalauréat de l'enseignement général, mais également du probatoire de l'enseignement technique se clôturent ce vendredi. À cet effet, dans la région de l'extrême nord du Cameroun, le numéro 1 de la région est descendu sur le terrain pour se faire une idée précise du déroulement de ces épreuves écrites. Il a d'ailleurs eu le temps de discuter avec des candidats, question ainsi de jauger leur niveau et d'apprécier ce qui a été fait pour ces examens officiels, session de 2021. Jean-Jémétna, Casimir Banti. Du lycée technique bilingue de Marois au lycée classique et moderne, passant par le collège Jacques de Bernaud, le lycée de Domayo, celui de Kakakari et le lycée bilingue de Marois, le gouverneur de la région de l'extrême nord a fait le tour de ces centres d'examen pour s'assurer du bon déroulement du probatoire et baccalauréat technique ainsi que le bac général. Mais jusque-là, ce qui a lieu à deux, c'est que ça se déroule sans problème, sans incident. Et ceci sur l'ensemble de la région. Et de manière générale, pour le bac général, nous avons presque 11 250 candidats. Pour le GC O-Level et le GC Advanced Level, nous avons 1280 candidats. Et pour le bac technique qui se déroule également, nous avons environ 600 quelques candidats. Et de manière générale, les épreuves se poursuivent sans incident. Et il y a eu quelques cas d'absence qui ont été signalés ici et là. Mais généralement, c'est des candidats libres. Il n'y a pas eu de cas d'abandon. Le numéro 1 de l'extrême nord, Mediawa Bakari, a pu constater la sécurité qui règne dans ces centres d'examen et le respect des mesures barrières contre le Covid-19. La sécurisation, un aspect particulier a été mis pour la sécurisation des centres d'examen, le secrétariat notamment, mais également les mesures barrières sont d'application stricte. Le lavage des mains, la distanciation, c'est un élève par banc.
port des masques également sont contrôlés par l'ensemble du personnel. Donc nous pouvons dire que jusqu'ici nous sommes satisfaits et nous espérons que ça va se poursuivre comme ça. Tout est bien, qui finit bien. Des examens probatoires et bac pour le compte de la session 2021 à Maroua, dans le Septentrion. Après la région de l'extrême nord du Cameroun, nous mettons le cap dans la région du nord pour parler de toute autre chose à présent et précisément du conseil régional de cette partie du pays. Oumarou Ousmanou est le tout nouveau président du conseil régional du nord du Cameroun. Il remplace à ce poste Alioum Bouka, décédé le 29 mars 2021 dernier. Ce remplacement a eu cours à l'issue d'une session ordinaire du conseil régional de la région du nord du Cameroun. Seul candidat à ce poste, il a remporté haut la main l'élection qui s'est tenue en présence du représentant de l'État, à savoir Jean Abatéidi, gouverneur de la région du nord du Cameroun, Patrick Ngoyam et Seydou Fondi. Oumarou Ousmanou est le nouveau président du conseil régional du nord. Unique candidat en liste pour occuper le siège laissé vacant par le président Alioum Bouka, décédé le 29 mars 2021, le nouveau chef de l'exécutif régional a été porté à la tête du conseil à l'issue de l'élection qui s'est déroulée à Garoua, en présence du gouverneur de la région du Nord, du vice-président de l'Assemblée nationale mandataire du RDPC pour la circonstance, ainsi que des présidents des conseils régionaux de l'Adamawa et de l'extrême nord. Face au conseiller, Oumarou Ousmanou a pris l'engagement de fédérer les énergies pour un développement harmonieux de la région et placer l'intérêt des populations au centre de ses actions. Permettez-moi d'abord de m'avoir choisi pour être président et la très haute hiérarchie, en commençant par son Excellence M. Paul Biya, président national du RDPC, qui a bien voulu investir ma modeste personne comme candidat du RDPC à ce poste de président. Maintenant que cela est fait, je voudrais aussi remercier tous mes camarades conseillers régionaux qui ont bien voulu me faire confiance en élisant ma modeste personne à ce poste-là. Face au discours rassembleur du candidat, le plébiscite des conseillers a été sans appel. Sur les 88 conseillers votants, 86 ont accordé leur confiance au candidat investi par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, contre seulement 2 bulletins nuls. Porté par la confiance de ses pairs, Oumarou Ousmanou peut désormais affronter les nombreux défis qui l'attendent. Les défis évidemment sont de plusieurs ordres, notamment déjà implémenter ce conseil régional dans ses activités et les missions qui lui sont dévolues de par les lois de ce pays. Et évidemment essayer d'animer toutes les ressources humaines qui sont mises à notre disposition pour que nous puissions travailler dans le sens de développer la région du Nord et d'élever le niveau de vie des populations afin qu'elles ressentent véritablement l'action de l'État à travers la décentralisation. Vous savez qu'on est à l'ère de la décentralisation, nous attendons beaucoup de la région. Bon, maintenant, est-ce qu'il aura les moyens pour travailler pour sa région? C'est là où se trouve le point d'interrogation. Parce que vous savez, généralement, l'État vous donne avec la main gauche, ils reprennent avec la main droite. Donc j'ai peur. S'il y a véritablement la décentralisation, il va travailler. Né en 1971 à Yaoundé, Oumarou Ousmanou est originaire du département de la Benue. Il est actuellement directeur des affaires générales au ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales. Dans la région du sud du Cameroun, la toute première session ordinaire du conseil régional s'est tenue dans le calme et la sérénité au cœur des échanges, l'examen et le vote du budget pour l'exercice 2021, un budget essentiellement consacré au fonctionnement et à l'investissement. Patrick Ngoyam et Serge Kigné. C'est dans un contexte difficile marqué par la pandémie du Covid-19 que le séminaire de formation des conseillers régionaux du Sud s'est ouvert. L'objectif ici est de renforcer les capacités internes du conseil régional. Ceci en suivant les dispositions légales, réglementaires du processus de décentralisation. Cette manœuvre permettra aux différents conseillers d'inscrire les actions futures dans une démarche managériale optimale. Parce que nous avons ressenti la nécessité de mettre à bon niveau les connaissances
de l'ensemble des conseillers afin qu'ils s'approprient de manière claire et profonde les enjeux de la décentralisation. Et nous avons eu droit à un exposé ce matin de très haute facture. On a l'expert a balisé le travail du conseiller et du conseil régional. Je crois que nous avons eu aussi des échanges tout à fait enrichissants qui montrent d'ailleurs le niveau très élevé des conseillers que nous avons. Au cœur du débat, trouver des voies et moyens pour sortir la région du Sud de son sous-développement. Au regard de ce que regorge comme ressources la région. Donc, d'entrée de jeu, lors de notre premier conseil, nous avions pour objectif de mettre les jalons sur ce qui pourra être comme développement dans notre région. Nous avions d'énormes problèmes en matière d'infrastructures et autres. Nous allons d'abord, en attendant le décret d'application, nous allons nous mettre au travail pour voir, dans la mesure du possible, que faire pour développer cette région. Et comme nous avions une bonne sémence dans le conseil, ça veut dire qu'il y a de la matière, nous allons analyser et voir vers où nous pouvons, dans un premier temps, axer notre développement. À travers ce renforcement de capacité, il est question pour le président du conseil régional de donner un souffle nouveau au développement local dans un esprit libre, responsable, efficace et réaliste pour une bonne compréhension de tous. Nous parlons toujours des collectivités territoriales décentralisées après la région du sud du Cameroun. Parlons aussi de la région du sud-ouest, précisément de la commune de Koumba, qui également se met dans la perspective de son amélioration pour un développement harmonieux de ces populations. Les conseillers viennent de se réunir à l'effet d'une session à mi-mandat entre projet et réalisation. La satisfaction s'annonce au bout de l'effort, d'où une validation des projets émis. Les précisions de Merveille Moukoko. La salle du conseil municipal de Koumba a servi de cadre à une séance de mi-mandat pendant laquelle les grands conseillers se sont penchés sur le budget 2021. En décembre dernier, le budget 2021 avait été arrêté en recettes et en dépenses à hauteur de 2 milliards 100 francs avec un supplément de 3 milliards 709 millions de francs CFA, renforçant ainsi le budget initial. Entre autres, cette session présidée par Grégory Mewanou, maire de la ville de Koumba, était consacrée à l'examen des réalisations du premier semestre de l'année en cours, mais aussi à la projection du second semestre. D'ailleurs, des travaux sont annoncés dans la ville, notamment le goudronnage de l'axe allant de la maison du parti à la résidence du préfet, les routes des quartiers à Oussa, la réhabilitation du parc d'attractions, la construction des magasins sur le marché principal, la construction d'une nouvelle salle de conseil, l'acquisition de 2 générateurs en raison des problèmes électriques qu'on rencontre dans la ville de Koumba. Après délibération, les actions du maire Grégory Mewanou pour le développement de la ville de Koumba ont été approuvées par les grands conseillers. Prenait également part à cette session Madame Hermie Ndjonji, deuxième adjoint préfectoral de la Mémé. Intéressons-nous également à la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, et nous vous l'annoncions en titre, le chef de l'État Paul Biya a procédé ce 10 juin 2021 à la nomination de 2 personnalités. Ces personnalités occuperont désormais les postes de Public Independent Conciliator, les tout premiers mis en route par le chef de l'État à l'issue du grand dialogue national inclusif pour une solution pacifique dans le cadre de la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Mais qui sont ces personnalités? Tentative de réponse dans cet élément. Leur nomination était attendue et elle est arrivée ce 10 juin 2021. Tamfo Simon Faye et Dorothy
Atabon Motazé occuperont tous deux les fonctions de Public Independent Conciliator dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et devront résider dans leurs régions respectives. Mais qui sont ces personnalités? Tamfo Simon Faye, 66 ans, est originaire d'un Cambé dans le département du Ndonga-Mantoum, dans la région du Nord-Ouest Cameroun. Il a travaillé à la SNH en tant que directeur de l'exploitation avant de prendre sa retraite. Il s'est, jusqu'à présent, aventuré dans l'administration publique, la politique et maintenant le développement. Il est titulaire d'un doctorat en ingénierie pétrolière. Dame Dorothy Atabon, originaire du Lébialem dans le sud-ouest du Cameroun, est une ancienne déléguée régionale de l'éducation de base, âgée de 61 ans et jouissant de nombreuses années d'expérience en tant qu'enseignante. Nommée pour un mandat de 6 ans non renouvelable, les deux tout premiers Public Independent Conciliators devront prêter serment devant les cours d'appel des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest avant d'entrer définitivement en fonction. Nommé par le chef de l'État Paul Biya, quel sera le rôle de ces deux personnalités sur le terrain? Merveille Moukoko va vous amener dans la compréhension de des attentes des populations au regard de ce dispositif qui vient de mettre en place le chef de l'État Paul Biya dans le cadre de la résolution de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun. Un décret présidentiel du 10 juin 2021 vient de mettre en application des recommandations du Grand Dialogue national à travers la nomination de 2 médiateurs ou conciliateurs publics indépendants. Dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en proie aux troubles, Telelen Dorothy Atabon, épouse Motazé, et Tamfo Simon Faye vont être des médiateurs entre les populations et l'administration. Face aux tracasseries reconnues à l'administration camerounaise à plusieurs niveaux, les médiateurs auront pour mission d'examiner et régler à l'amiable les éventuels litiges qui vont opposer les usagers à l'administration régionale et communale. Dans l'ignorance, les usagers sont souvent lésés et leurs droits bafoués, à la convenance des administrateurs. À cet effet, Dorothy Motazé et Tamfo Simon Faye ont pour seconde mission défendre et protéger les droits des usagers dans le NOZO. En d'autres circonstances, leur rôle aurait été banalisé. Mais dans ce climat de vive tension qu'on reconnaît aux régions anglophones du pays, où l'on dénonce des exactions de toute envergure, la nécessité des éléments d'apaisement est avérée. Ainsi, on reconnaît là la volonté manifeste du chef de l'État Paul Biya à trouver des solutions pouvant conduire au cessez-le-feu dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du pays. On attend définitivement de voir cette tout premier Public Independent Conciliator sur le terrain et à l'œuvre pour certainement des solutions définitives dans le cadre de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun. Nous parlons également du Social Democratic Front. Cette formation politique de l'opposition se réunit une fois de plus ce samedi à Yaoundé, capitale politique du Cameroun, autour de son président national, le chairman Nidjon Froundi. De nombreuses attentes sont de ces travaux, notamment qui vont une fois de plus évoquer le fameux 8 de l'auto-exclusion présenté contre l'honorable Joshua aussi, premier vice-président national du SDF, par le comité régional conduit par l'honorable Jean-Michel Nietzsche. Reportage. Plus d'un mois après la dernière session du National Executive Committee du Social Democratic Front tenue le 8 mai 2021 à Yaoundé, sous la présidence du chairman Nidjon Froundi, les membres de cette instance nationale, de cette formation politique de l'opposition, se retrouvent une fois de plus ce samedi 12 juin 2021 à Yaoundé, autour de plusieurs sujets d'actualité. C'est un net ordinaire, c'est d'abord pour prendre la température, n'est-ce pas, de la situation politique au Cameroun. Parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a les enjeux. Et vous connaissez bien, il y a la crise anglophone, il y a la crise politique partout au Cameroun, il y a la crise constitutionnelle, il y a la crise électorale, il y a la crise économique, il y a la crise sociale. Donc toutes ces choses, au niveau même diplomatique, on table sur tous ces points.
Des sujets d'importance internationale, mais davantage nationale, avec en toile de fond la querelle autour du 8-2, soit l'auto-exclusion de l'honorable Joshua aussi, demandé par la circonscription électorale du littoral, conduite par l'honorable Jean-Michel Nietzsche. Ce que les gens veulent entendre, c'est que peut-être les résultats par rapport au 8-2 proposés, je dis bien proposés par le bureau régional du littoral pour exclure le président Joshua Sinon, la commission juridique avait été donnée 3 semaines pour tabler sur cette sorte. Et maintenant, quand on va arriver au net, il y aura les résultats, n'est-ce pas, de ce que la commission juridique est sortie. Ils ont déjà soumis, j'espère, et on aura ça. Même si pour l'heure, tout porte à croire que le fameux 8-2 contre l'honorable Joshua Osinabangi semble n'avoir pas porté des fruits. Une certaine rumeur au sein du parti de la Balance évoque une plainte des militants SDF du Mongo contre l'honorable Jean-Michel Nietzsche, président régional du SDF pour le littoral. Ça dépendra si le secrétariat général a déjà reçu cette plainte. Si même cette plainte respecte le nom, n'est-ce pas, c'est que bon, on va discuter. Parce que tout est discutable. Le SDF, c'est le seul parti qui respecte les principes démocratiques au Cameroun. Et en attendant les résolutions de la concertation de ce 12 juin 2021 à Yaoundé, la dite rencontre du NEC est ouverte et élargie aux élus locaux du parti du chairman Nidjon Frondi, à savoir les maires, les députés et les sénateurs. En sport, bonne nouvelle pour les Lions indomptables du Cameroun et notamment pour l'un de ses portiers, André Onana, qui vient d'être allégé par le tribunal arbitral du sport, le TAS, qui a revu à la baisse sa sanction d'1 an. Le portier camerounais a 5 mois pour non seulement retrouver les terrains, mais également lancer son mercato. John Pitonka. Le tribunal arbitral du sport a enfin donné son verdict dans l'affaire André Onana. Alors que le portier international camerounais de l'Ajax Amsterdam était soupçonné d'avoir volontairement ingéré des produits dopants, sa suspension initialement prévue à 1 an a été réduite. Le TAS a décidé de la faire passer il y a 9 mois, mais le gardien camerounais qui compte 18 sélections avec les Lions indomptables a toutefois été reconnu coupable dans l'affaire. Il est accusé d'avoir ingéré par erreur les médicaments destinés à sa femme. Alors que la suspension avait débuté le 4 février dernier, elle prendra donc fin le 3 novembre prochain, ce qui signifie qu'André Onana pourra refouler les terrains en 2021. Sur cette base, l'instance a considéré qu'une interdiction de 9 mois était proportionnelle à la négligence commise et a réduit la suspension de 3 mois, mais n'a pas pu accepter la demande du gardien de but de supprimer entièrement la suspension. Une bonne nouvelle pour les Lions indomptables qui pourront compter sur leur dernier rempart lors de la CAN au pays. Reste désormais à connaître son club la saison prochaine, alors qu'Arsenal est toujours intéressé par son profil. Plus que 5 mois donc, et André Onana pourra pousser un ouf de soulagement. À l'international, intéressons-nous à l'actualité en République centrafricaine. Le Premier ministre vient de démissionner. En janvier dernier, à une centaine de kilomètres de Bangui, il galvanisait les troupes centrafricaines parties combattre les groupes armés qui menaçaient la capitale. On sera avec vous jusqu'à la fin. Mais ce jeudi, Firmin Ngrebada a démissionné de son poste de Premier ministre, comme il l'a annoncé lui-même sur son compte Twitter. On devrait savoir rapidement si le président Faustin Archange Touadéra reconduit Ngrebada, son ancien directeur de cabinet, au poste de chef du gouvernement. Après les législatives en 3 étapes entre décembre et mai dernier, on attendait la démission de cet homme, nommé en février 2019 à la suite de la signature des accords de paix de Khartoum entre le pouvoir centrafricain et les groupes armés. Une signature, mais pas d'amélioration de la situation sécuritaire dans le pays.
Après les violences électorales provoquées par la coalition rebelle en décembre 2020, le président Touadéra a lancé une contre-offensive visant les milices qui occupaient quasiment 2/3 du territoire. Une opération qui aurait permis de reprendre une bonne partie de ces régions grâce au soutien des alliés de l'armée nationale, des soldats rwandais, mais surtout de nombreux mercenaires russes. Firmin Grebada était d'ailleurs à Saint-Pétersbourg la semaine dernière pour attirer de nouveaux investissements russes. Un rapprochement entre Bangui et Moscou qui a provoqué le gel par la France de son aide budgétaire et militaire à la République centrafricaine. Toujours dans l'actualité internationale, nous nous intéressons à l'Éthiopie où la famine menace un peu plus de 350 000 personnes dans la localité du Tigré. Au Tigré, dans le nord de l'Éthiopie, des centaines de milliers de personnes en sont réduites à boire l'eau de leur bétail ou à se contenter de quelques morceaux de pain. Ce sont deux des nombreux points énoncés dans le rapport des Nations Unies. Les États-Unis et l'Union européenne réclament une action rapide pour éviter une famine de grande ampleur. To be very honest, people are at a starvation level with excess mortality. This is 350,000 is the highest number we have recorded since the Somalia famine in 2011. Au total, 5,5 millions de personnes auraient besoin d'une aide alimentaire d'urgence. Ce constat alarmant est la conséquence du conflit qui mine la région entre l'armée éthiopienne et les rebelles du Front de libération du peuple du Tigré. Lors du lancement de l'opération militaire début novembre, le Premier ministre éthiopien avait promis a position to declare famine in current Tigray regional. Maison pour fuir les combats. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition de l'information sur la télévision du monde. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Bon week-end à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.